Oui, bonjour à tous, nous sommes Guillaume Pontalier et Cédric Geste, deux associés de Tanker, société qui a un petit peu plus de 2 ans, spécialisée sur le chiffrement. Et notre vision est d'arriver à... Enfin, nous fournissons aujourd'hui un SDK de chiffrement de bout en bout pour toute application cloud qui stocke ou échange des données. Donc nous travaillons un petit peu plus de 2 ans sur ce sujet. Et on a un premier produit qui nous a permis de construire notre techno, basé sur des solutions que vous connaissez, Dropbox et Microsoft OneDrive, solutions de storage et collaboration simple par excellence, tout se fait en quelques clics. On a passé une couche de chiffrement la plus invisible possible pour l'utilisateur, en chiffrant la donnée à la volée avant qu'elle ne soit uploadée sur leur serveur. Pure solution de bout en bout, et ayant fait cela, on a résolu toutes les problématiques qui posent... qui depuis de nombreuses années sont pas évidentes sur le chiffrement de bout en bout, à savoir la collaboration, une recovery, une perte de clés. Voilà, donc on a pris notre produit qui tourne bien désormais là-dessus. On l'a rendu le plus polyvalent et agnostique possible pour le mettre sous forme de SDK. Et aujourd'hui, on le propose à tout éditeur SaaS qui veut pouvoir intégrer une brique plug and play, vraiment clé en main pour ses développeurs, de chiffrement de bout en bout pour son application. Donc je vais laisser Cédric, qui est notre CTO, présenter la solution, il sera plus calé que moi. N'hésitez pas à faire ça de manière interactive, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est assez technique, donc on est ravis de répondre à toutes les questions si on n'est pas très clair. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter Tanker. 2 petites secondes. Ah, ok. Je n'ai pas le retour sur mon écran. Donc je suis Cédric Gest, je suis le CTO de Tanker. Je suis un ancien Aldébaran et Pita aussi. Oui. Oui. Donc notre vision est vraiment d'arriver à résoudre le problème de confiance pour les éditeurs SaaS en proposant une solution de chiffrement de bout en bout qui permet d'éviter les fuites puisque les données sont chiffrées à toutes les étapes. Une solution où toutes les opérations sur les clés vont être enregistrées dans ce qu'on appelle nous une trust chain, rendant ces opérations avec un journal de log infalsifiable très complet. Et chiffrant évidemment la data sur tous les devices des utilisateurs en cas de perte notamment. Alors, les différents, en général, je pense que vous êtes tous confrontés à des problèmes de sécurité vu ce que je viens de voir juste avant. Avec le chiffrement, on va répondre à 3 problèmes majeurs qui sont les leaks de données. Les leaks de données, c'est assez facile à expliquer, c'est souvent dans les news. Le fait de changer ces données, de les altérer, ça c'est un petit peu moins évident. Ça peut être changer une partie d'un plan, ça peut être altérer un contrat, ça peut être des choses comme ça. Et enfin, un dernier point qu'on va essayer de résoudre avec l'encryption, c'est le vol. Il y a de plus en plus d'entreprises qui autorisent les utilisateurs à utiliser leur propre device. Il y a de plus en plus de personnes qui voyagent avec leur laptop et le vol est un vrai problème. Nous, on se positionne dans un univers où on va retrouver des solutions qui sont au-dessus, qu'on va mettre en fait en proxy, qui sont les CASB, qui sont des gateways, qui vont chiffrer les données, qui vont les déchiffrer. Les CASB, c'est des solutions qui sont compliquées. Il y a beaucoup de logique pour arriver à chiffrer spécifiquement une donnée. Les autres solutions qu'on va retrouver, c'est tout ce qui est encryption at rest, cloud encryption. L'idée étant de chiffrer les données sur les serveurs, mais d'avoir quand même les données sur ces serveurs. Et nous, on va se positionner au milieu de tout ça. Notre but, ça va être d'intégrer directement la sécurité dans l'application. Ça veut dire qu'un client, un utilisateur qui soit à l'extérieur de l'entreprise, qui soit à l'intérieur de l'entreprise, ces applications vont directement être sécurisées, vont directement se connecter au serveur d'application et pouvoir travailler normalement. Ça va être le plus seamless possible pour l'utilisateur, pour les utilisateurs. Donc pour faire cela, on va fournir un SDK. Il y a une version qui est en C qui va se décliner avec différents bindings, une version qui est en JavaScript qu'on va pouvoir utiliser dans les browsers, qu'on va pouvoir utiliser côté serveur aussi, qu'on va pouvoir intégrer directement dans les applications. Je vais vous décrire un petit peu ce que fait Tanker. Donc Tanker, son but principal en fait, c'est d'assurer la confidentialité et l'authenticité de ressources
pour un set défini de participants. Qu'est-ce qu'un participant? Un participant, ça peut être un utilisateur, ça peut être un serveur, et on va supporter toutes les topologies possibles. Ça peut être de la communication d'une ressource d'un serveur vers un ensemble de clients. Ça peut être de la communication entre deux ressources. On va avoir les données qui vont être sur un poste client et qui vont être échangées avec un autre poste client et on ne va pas faire confiance à l'infrastructure. L'idée, c'est de ne pas faire… C'est que les serveurs d'infrastructure, souvent des serveurs publics, on ne va pas leur faire confiance. Les données qui vont être dessus seront chiffrées. L'infrastructure elle-même de Tanker est trustless, dans le sens où on n'a pas besoin de faire confiance à cette infrastructure. Ce sera expliqué un petit peu plus tard. Chaque partie, chaque utilisateur peut avoir différents devices. Ça va être un téléphone portable, une application lourde et une page web, par exemple. Chacun de ces devices ont des clés privées. On va chacun avoir une clé privée. On fait du chiffrement end-to-end. End-to-end, ça veut dire que les clés restent sur les PC des utilisateurs, qu'elles ne sont jamais échangées. Il est obligatoire d'avoir cette clé-là pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être cet utilisateur. On verra un petit peu en détail, un peu plus loin, comment on fait pour que ces différentes clés représentent le même utilisateur. Donc on a nos utilisateurs et ce que va faire Tanker, en fait, vraiment le cœur du SDK, ça va être de travailler sur des ressources. Une ressource, ça représente une donnée. Ça peut être un enregistrement dans une base de données, donc ça peut être une ligne, ça peut être une table dans une base de données, ça peut être un document, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. En fait, ça va être défini par l'utilisateur, par le client, par celui qui code le SDK en fait. Et enfin, la partie intéressante, c'est que ces données, on va pouvoir les partager. Une fois qu'on va avoir ces différentes identités, ces différentes parties qui ont une identité, on va pouvoir créer des ressources et on va pouvoir les partager entre différents participants. Je vais vous expliquer un petit peu ce schéma. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une donnée en entrée et Alice va vouloir la partager avec Bob. Cette donnée, Alice, elle va avoir sur un de ses devices, elle va avoir une clé privée. Et Bob, la même chose, il va avoir des clés privées aussi. Et donc, quand on va vouloir chiffrer cette donnée, on va la chiffrer avec une clé symétrique pour des questions de performance. Et on va chiffrer cette clé symétrique pour les différents devices de Bob. La donnée, elle va partir comme d'habitude sur le système traditionnel de l'application. Dans le cloud, ça peut être du S3, du Azure, ça peut être un FTP, un email, un Samba. Vous avez l'air de beaucoup aimer Samba ici. Mais ce ne sera pas grave parce qu'elle va être sécurisée. Donc même si elle est accessible, on ne pourra pas la changer, on ne pourra pas la lire. Ensuite, Tanker, lui, son travail, ça va être vraiment d'échanger les clés et de faire en sorte que ces ressources ne soient lisibles strictement qu'aux endroits qui ont été définis. Je vais vous détailler un petit peu les fonctionnalités de Tanker. Donc le but du système, c'est vraiment que ce soit le plus simple possible. C'est que ça s'intègre dans l'application le plus simplement possible. Pour cela, il y a deux choses qui vont être importantes. C'est le mapping entre les utilisateurs Tanker et les utilisateurs de l'application, le mapping entre les ressources et les données. À chaque fois, ça va se faire avec des identifiants. Tanker, on va être assez agnostique de l'authentification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une PKI, un Active Directory, OpenID, un SSO, vraiment le système d'authentification qui est déjà en place, on va s'intégrer avec. On va récupérer un ID et c'est ça qu'on va donner à Tanker pour lancer une session Tanker. À partir de cette session, on pourra travailler. Un des points importants quand on fait du chiffrement, les premières choses qui nous sont remontées, c'est que l'utilisateur, il s'attend à pouvoir perdre son mot de passe. Il s'attend à pouvoir faire un petit peu tout et n'importe quoi sans que ça pose de problème. Un des problèmes majeurs du coup quand on fait de l'encryption, c'est de gérer la partie UX, de faire en sorte qu'il soit simple pour l'utilisateur de travailler et que ça se passe comme il s'attend à ce que ça se passe. Pour ça, on a différentes solutions qui sont présentées, qui vont chacune avoir des avantages et des inconvénients. Malheureusement, il n'y en a pas une miraculeuse qui marche pour tous les cas. La première, peut-être la plus facile à expliquer, c'est la passe-phrase. C'est de dire, mes données, elles sont protégées
Et si je perds mes clés de mes différents devices, j'ai une passphrase qui est l'équivalent d'une clé en fait, que je vais stocker dans un coffre-fort. Et si je perds tous mes devices, je perds absolument tout, je prends ma passphrase. À partir de cette passphrase, je vais pouvoir reconstruire l'ensemble de mon univers et je vais pouvoir attester de mon identité. Je vais avoir quelque chose qui prouve qui je suis et qui me permet de récupérer mes données. Ça, c'est ce qui va permettre de donner le plus de confidentialité personnelle, personal privacy. L'idée étant qu'on va être le seul garant de nos informations. Ensuite, on va avoir des déclinaisons, une solution qui est à base de HSM. L'idée du HSM, donc HSM, c'est décliné en plusieurs choses. Le cas là, c'est le HSM, c'est un serveur, si on le déplace, il va se désactiver, il va perdre les clés qu'il a à l'intérieur. Donc en fait, ce HSM, il va stocker les informations de recovery pour les utilisateurs, mais personne ne peut y accéder, au moins en théorie. C'est pratique d'un point de vue UX parce que ça va marcher simplement. Au niveau de la compagnie, si on a sécurisé le HSM, c'est relativement, au niveau de la sécurité des informations, c'est relativement sécurisé aussi. C'est à peu près aussi sécurisé que la passphrase parce que la passphrase, on peut la mettre sur un post-it, il peut se passer plein de problématiques aussi. Ce n'est pas une procédure qui est automatisée. Et ça reste mieux qu'une master key, qui est du key escrow le plus basique. Qu'est-ce qu'on utilise pour sécuriser nos données? En symétrique, on va faire du Chacha et du Poly 10305. En asymétrique, on va faire des courbes elliptiques. Tout ça, ce sont les algorithmes de Bernstein. Il est aussi possible de faire de l'AES et des courbes un peu moins sexy, suivant les demandes. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails techniques. Qu'est-ce qui différencie un petit peu notre solution? C'est qu'en fait, l'ensemble de nos enregistrements, ils vont être enregistrés dans une trust chain. Trust chain, on va la détailler un petit peu plus loin. Mais en gros, c'est un enregistrement, c'est un log en fait. Toutes les actions qui vont pouvoir être faites à travers Tanker vont être enregistrées dans un équivalent de blockchain qui va être tamper-proof, qui va être vérifiable et qui aussi permet de décentraliser l'ownership des métadonnées. C'est-à-dire que tout ce qui va rentrer dans la trust chain va être signé par les clients eux-mêmes. Quand Alice partage un document avec Bob, c'est elle qui signe ce partage. Si elle ne signe pas, ce partage n'est pas valide et n'a pas de valeur. De la même manière que quand Alice ajoute un périphérique à son univers, elle va signer cet ajout. Un autre périphérique va signer cet ajout. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur cette partie. Forward secrecy, je suppose que vous connaissez tous, c'est ce qui se passe dans HTTPS. De la même manière, un peu à la manière de Signal, à la manière de WhatsApp, on va sécuriser nos communications. On va distinguer ce qui passe par le réseau de ce que l'on stocke en local. Et on va utiliser des clés éphémères le plus possible pour que si on déchiffre un message, on ne déchiffre pas l'ensemble des autres messages. On va éviter que quelqu'un qui enregistre nos données trouve une faille dans nos algorithmes et ait accès à beaucoup de choses. De la même manière, on va faire autre chose, c'est qu'on va faire à chaque écriture d'une ressource, on va changer la clé. Alors, on pourrait se dire que pour des gros fichiers, ça pose problème, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va changer que les modifications. On va avoir, sans forcément rentrer trop dans les détails, on va se retrouver avec un fichier qui est une multitude de petites versions chiffrées chaque fois avec des clés différentes. L'idée de ça, c'est que les versions précédentes, les versions suivantes ne sont pas corrompues. Si on a une clé à une version, on n'aura pas les versions précédentes, on n'aura pas les versions suivantes. Je vais vous détailler un petit peu du coup le protocole pour vous expliquer un petit peu plus comment marche la trust chain, qu'est-ce qui fait sa particularité. Je suis désolé de me tourner, c'est pas évident à faire le lien. Donc la trust chain, je vous l'ai expliqué, c'est un enregistrement donc on va trouver ça sur un serveur, c'est quelque chose qu'on peut mettre on-premise aussi. Ça va vraiment être une chaîne de blocs qui vont être liés les uns aux autres et qui vont nous permettre en fait de deux choses. Un, opérer notre système et deux, vérifier tout ce qui se passe. Donc je vais vous faire un petit déroulé pour vous expliquer un peu plus concrètement ce qui se passe dans le cas d'utilisation du système. La toute première chose qu'on va faire,
c'est que… Oui, Pardon, j'avais une question. J'ai l'impression que ça s'oriente un peu comme sur le principe d'une blockchain. tout à fait. Voilà. Le principe de base d'une blockchain, c'est que celui qui a 51% des parts fait ce qu'il veut. Alors, c'est là que ça se différencie. C'est qu'en fait, on reprend le principe d'avoir des blocs qui sont signés les uns avec les autres, mais il n'y a pas de consensus, en fait. Les blocs sont vraiment juste distribués, il n'y a pas de notion de consensus. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, pour ajouter un bloc, il faut avoir l'identité qui permet de l'ajouter. Et donc, du coup, les blocs ne sont valides que si quelqu'un signe ce bloc de la bonne manière. Ça va s'expliquer juste maintenant. Donc, vérification a posteriori au lieu de l'avoir, non, a priori au lieu de l'avoir a posteriori. Je laisse dérouler. on va arriver dans les détails, je répondrai à toutes vos questions avec plaisir juste après. Pour vous montrer un petit peu le fonctionnement global, je vais prendre un exemple qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je suis Michelin, je veux faire des plans de pneus et je veux partager ces plans de pneus avec mes différents collaborateurs. Donc je suis Michelin, je vais m'enregistrer sur Tanker et je vais créer une trust chain. Une trust chain, qu'est-ce que c'est? C'est très simplement, ça va être un bloc qui va définir une clé d'application et cette clé d'application, sa seule capacité, ça va être de valider l'ajout de nouveaux utilisateurs. Dans notre SI, on va avoir des utilisateurs. Quand on va les ajouter, en même temps, on va les ajouter dans Tanker. Et cette clé-là va permettre de faire le lien entre les deux. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a créé une trust chain, on va passer à l'étape où on code. Ma partie préférée. Alors, au tout début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. Donc, je suis Alice. Je vous laisse vous imaginer. Je vais créer une clé asymétrique en local et la partie publique de cette clé, je vais la publier dans la trust chain. Donc on va créer un nouveau bloc, on va rajouter la clé publique et on va signer ce bloc. En fait, c'est l'application elle-même qui va signer ce bloc, là pour le rajouter dans la trust chain. Ensuite, je suis Alice, j'avais créé mon premier device, c'était mon téléphone. Et maintenant, je veux pouvoir me connecter avec mon ordinateur. Pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer le deuxième device, donc le browser, le navigateur web, excusez-moi. On va signer cet onglet, on va le signer avec la première application qui était sur le téléphone. Donc on va créer un nouveau bloc qui est ici, avec la nouvelle clé publique du nouveau device et on va la signer avec la clé de l'ancienne, avec la clé de l'ancien device. Ce qui veut dire que pour ajouter un nouveau device pour Alice, il faut forcément être Alice, il faut forcément déjà avoir une identité associée à Alice. Enfin, on va vouloir faire quelque chose d'utile, on va vouloir créer des ressources et on va vouloir les partager. De la même manière, quand on va faire des ressources, on va l'ajouter dans le système avec elle va avoir un ID, elle va avoir une liste de personnes à qui elle est partagée. Et pour chacune de ces personnes à qui on partage, on va envoyer la clé du document chiffré pour la personne avec la signature de la personne qui a créé la ressource. Ça sera pareil pour les modifications. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez juste remettre sur, Ah oui, parce que j'ai pas tout compris. sur le tempering et sur les signatures, la communication de clé sur le trust chain? Cette partie. Non, pardon, sur la fin. Là. Ouais. Ici. Quand on fait rentrer voilà, les utilisateurs dans votre chaîne, Oui. et vous dites, si j'ai bien compris, l'utilisateur est validé par la chaîne au départ, c'est-à-dire qu'on crée, on a une sorte de notariat qui dit à l'utilisateur la telle clé, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc contrairement à la blockchain qui elle est délocalisée, là vous avez besoin d'un notariat. Puisque au départ vous assignez une identité à une personne. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par notariat, mais PKI ou
vous êtes obligé d'être une entité de contrôle initiale par rapport à votre utilisateur pour dire je valide bien, vous êtes le root qui valide bien que l'utilisateur Alice, c'est bien Alice. Alors, nous, non. Par contre, le client est obligé de signer l'ajout de cet utilisateur. Avec la clé, d'accord, avec une clé d'application. Il va savoir en fait que Alice, il vient de créer Alice et Alice va lui donner son premier bloc. Donc et il va signer ça. Jusque-là, on est d'accord. Alors, je ne doute pas que votre logiciel ou proposition de solution soit robuste. Néanmoins, ça veut dire que, comme toute PKI, si je résume, ça réside dans la sécurité de la PKI. C'est-à-dire que si je prends le contrôle d'une nœud centrale qui fait les signatures d'utilisateurs, c'est fini. Pour essayer de bien comprendre. Si qu'est-ce que vous appelez le nœud central? Donc, la partie chez le client? Oui. Votre trust chain en haut qui signe les utilisateurs, oui. Qui les crée. Donc le client qui crée ces utilisateurs et qui les valide avec une clé, ce que j'appelle le root pour faire simple, ou la PKI, au choix. Si ça se fait compromettre, c'est fini. Si ça se fait compromettre, ça permet de créer des identités, de nouveaux utilisateurs. Tout à fait. Et de révoquer d'autres. Non, on n'a pas parlé de la suppression. Il n'y a pas de révocation, c'était ma question. Alors, il y a de la révocation. En fait, c'est une vision simplifiée, il manque des choses. En fait, il y a des blocs de configuration avec des blocs qui permettent de définir des administrateurs qui vont avoir le droit de faire de la révocation. Mais vous révoquez un utilisateur? Ça révoque un utilisateur. Et donc ça révoque toutes les signatures après? Tous les documents qu'il a signés, ça les révoque? Ouais. Donc ça veut dire que les documents qui étaient valides ne le sont plus parce que vous avez révoqué la signature? Ouais. Ça fait des choses, c'est assez compliqué. Systémiques, ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas parce qu'un utilisateur quitte l'entreprise que ce qu'il avait écrit est faux. Alors, il y a deux choses en fait. La révocation pure et dure, c'est vraiment ça. Ce qui est fait en général, c'est qu'en fait, on va transmettre l'identité. On va dire que tel utilisateur devient tel autre utilisateur. Mais vous pouvez attribuer tout son historique. On ne va pas toucher à l'historique. En fait, il va y avoir des blocs qui vont être émis pour montrer ça. Mais on sert l'identité crypto? Non, pas du tout. On va transmettre de l'une à l'autre et les personnes vont devoir repartager. Et tout ça, en fait, va être public, d'où l'idée de la trust chain, c'est que c'est des modifications qui vont être complètement publiques et vérifiables, auditables. On peut y brancher des systèmes de détection, même d'ailleurs sur la trust chain en elle-même. Donc si je transfère l'idée d'un utilisateur, on reste sur des utilisateurs et je crée des certificats X509 au lieu de créer des ressources. Donc je me transforme en générateur de PKI. Okay. Je m'appelle DigiNotar. Ouais. Je fais compromettre le haut de la trust chain. Je compromets un administrateur. Okay. Ouais, je compromets un administrateur, je crée de nouveaux utilisateurs qui créent de nouveaux certificats qui sont erronés. Ouais. Donc je fais perdre la crédibilité à l'ensemble de la trust chain. Non, juste ces données-là qui vont être partagées seront des fausses données, mais viendront de comptes qui sont erronés en fait. Il y aura juste une traçabilité de l'ensemble, mais… Mais est-ce que vous avez un mécanisme qui permettrait, dans ce cas-là, de se dire, on sait que c'est à partir de telle date que ça a été compromis? Parce que c'est un problème de confiance. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Tout votre travail, parce que vous vendez, c'est de la confiance. Tout à fait, oui. Voilà. Et dans le cas de DigiNotar, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de DigiNotar au cas où, c'était un fournisseur de certificats X509, S de HTTPS, pour faire simple, qui s'est fait compromettre sur mon cours pendant 6 mois et qui a émis de faux certificats. Donc on ne dit pas que l'ensemble de ces certificats étaient faux, on dit que certains de ces certificats étaient faux. Ouais. Comme c'est un business basé sur la confiance, à partir du moment où ils se sont fait compromettre là-dessus, les gens n'avaient plus de confiance pour acheter les certificats. Je comprends, mais je vois pas, j'ai du mal à voir Ma question, c'est quels sont les mécanismes de défense ou de suivi, etc., que vous avez intégrés tout en haut dans la trust chain. Je ne parle pas du reste, parce que sur le reste, j'ai compris. Sur la trust chain, pour dire quoi qu'il arrive, si on se fait pirater la trust chain, on sait démontrer que vous pouvez garder la confiance dans X, Y système. C'est parce que c'est pas centralisé. Ton route, c'est pas lui qui signe et qui publie les documents. C'est lui qui signe tes utilisateurs. Ouais, mais une fois que l'utilisateur… Oui, mais une fois qu'il est créé, l'utilisateur, il est créé et c'est fini.
On pourra pas rajouter l'identité ou le modifier. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis CTO d'une entreprise, vous êtes CEO, on se partage des documents tous les deux. Ces documents-là, ils vont rester dans cet univers et peu importe ce qui se passe, il n'aura aucun moyen d'y accéder. Tant qu'on n'a pas volé vos clés mutuelles. Tant qu'on n'a pas volé nos clés mutuelles, exactement. On ne se protège pas des APT, bien sûr. Et comment vous pourriez gérer, alors j'essaie que des scénarios d'attaque, j'en sais rien, c'est vraiment pour comprendre ce qu'il y a autour. C'est très intéressant pour nous. Une homonymie. Qu'est-ce qu'une homonymie? Deux utilisateurs identiques. Ah, une homonymie au niveau des noms? Comment on crée les utilisateurs, comment on crée les périphériques, dire mon téléphone, mon navigateur, etc. À chaque fois que les gens doivent échanger, partager des données, il faut à chaque fois les ajouter manuellement dans un système? Les différents périphériques qui vont devoir être signés au moins une fois, ça peut très bien passer par un QR code par exemple, ou par un petit code qui est généré, qu'on va pouvoir envoyer par mail, qui a usage unique et qui correspond vraiment à une identité privée, qui va permettre juste de valider ça Et ensuite, l'échange de données, il faut s'imaginer, le cas très simple à s'imaginer, c'est Dropbox. On crée un document, on le partage avec quelqu'un, ensuite on modifie ce document, le partage reste. Nous, on est des experts en sécurité, donc on va considérer qu'on comprend à peu près ce que vous êtes en train de nous expliquer. Moi, j'ai l'avantage d'avoir Madame Michu, x 140 000. Ouais. Et Madame Michu, x 140 000, je fais comment concrètement? J'ai mon PC, j'ai le PC de mon collègue, je vais lui envoyer un truc dans le fond, je fais ça, c'est simple. Une démonstration éventuellement, ça pourrait ouais, un truc simple, c'est-à-dire que choses. concrètement, est-ce qu'il faut qu'elle fasse ça? Juste envoyer. En fait, c'est un SDK qui s'intègre dans... C'est un SDK qui s'intègre dans une application. Si Madame, exactement, c'est une brique logicielle qui va s'intégrer dans une application. Si l'application, c'est l'application Michelin qui permet d'échanger des pneus, Madame Michou, elle utilise l'application Michelin qui permet d'échanger des pneus. Mais vous êtes en concurrence de toutes les PKI. C'est en complément des PKI, oui, tout à fait. On va utiliser typiquement une PKI, pour nous, on va l'utiliser en entrée du système en fait. Ce qu'on va faire, c'est la partie collaborative de partage des données en fait. Je reviens sur ma question d'homonymie. Ouais. Donc votre patron c'est Hervé Schauer, dommage pour vous. Ouais. Je suis un pirate et je me fais appeler Hervé Schauer. Ouais. Aussi. Comment vous départagez l'homonymie? On ne le départage pas. Donc il y a deux Hervé Schauer dans votre blockchain. En fait, les clients vont utiliser des ID pour s'enregistrer dans la trust chain. Ces ID-là, c'est ceux qui vont être utilisés pour faire le partage. Les personnes qui vont implémenter le système, ils font ce qu'ils ont envie. Ça peut être des UUID uniques et il faut les connaître d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des adresses email. Si j'envoie une adresse email et que je me trompe dans l'adresse email, je me suis trompé. Alors, je vous prends un cas concret qui s'est trouvé sur un autre modèle. Ouais. Le modèle de GPG, pour ne pas le citer, ou PGP comme vous voulez. Ouais. Qui est que dans la nature, vous avez, comment il s'appelle, le gourou? Voilà, vous avez 11 Richard Stallman sur PGP du MIT. Il y en a un qui est vrai, les autres non. Or, il y a bien des gens qui ont signé... Les autres sont vrais, c'est juste des pauvres homonymes. Oui, enfin ça c'est l'explication candide. Je vois tout à fait le problème. Il y en a un qui va être rms@rms.com. C'est ça la vraie adresse. Les autres sont juste d'autres. C'est d'autres utilisateurs valides à qui on peut partager des données. Si on se trompe à ce moment-là, on se trompe à ce moment-là. De la même manière que quand on envoie un email à Stallman, si on ne l'envoie pas à la bonne adresse, c'est pas lui qui le recevra. Donc on est d'accord, ça repose sur l'administration du trust chain tout le temps. Non, ça repose sur la qualité d'enregistrement qui est complètement sous la responsabilité du programmeur qui utilise leur bibliothèque. Oui, on dit la même chose. Donc, si par exemple on a besoin de partager des documents confidentiels avec ces 140 000 clients, c'est la qualité de l'enregistrement au départ de chaque client dans le système qui fait que c'est la bonne personne avec laquelle le conseiller clientèle va partager le bilan on est d'accord. Je sais pas quoi de son client. D'accord, exactement. Plusieurs questions. La première, c'est que vous avez parlé de chaîne de blocs public. Qu'est-ce que vous entendez par public? C'est vraiment public? Tout à l'heure, vous avez parlé de public.
En fait, cette chaîne de blocs, elle est Alors accessible, public non, elle est accessible à... je me dû me tromper en fait. Elle est propriétaire, ça c'est clair. je veux dire, c'est qui peut y accéder? Est-ce C'est un que c'est système totalement publié partout sur propriétaire. Internet publiquement ou c'est dans des réseaux privés? C'est dans des réseaux privés. En fait, c'est à la discrétion du client, très simplement. S'il veut le rendre public, ça peut être public, il n'y a aucune information confidentielle dedans. Ça peut très bien être sur IPFS par exemple. Ça peut être vraiment sur un système complètement distribué, entièrement public. Nous, on ne force pas le... On a une implémentation qui est vraiment juste purement serveur, très simple, mais l'architecture n'impose pas ça. Et les documents qui sont partagés, ils sont dans votre chaîne de blocs ou ils peuvent être n'importe où et ce n'est que des liens vers ces documents? Ils sont n'importe où. La seule chose que nous, on fournit, c'est des ID et une API après C ou JavaScript qui permet de les déchiffrer. Ah, d'accord, je chiffre les documents mais je les stocke ailleurs. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est ce que j'expliquais. Ah, j'avais pas compris, je croyais que c'était stocké dans la chaîne de blocs. C'est ce que j'explique ici, où le document, en fait, il va partir dans l'application. Et ici, la seule chose qu'on va avoir dans la chaîne de blocs, c'est vraiment juste les clés. C'est les accès, en fait. C'est tout ce qu'on va vouloir tracer. Est-ce qu'on peut intégrer également le chiffrement des noms des fichiers ou c'est la liberté d'implémentation Pardon ? Le chiffrement des noms des fichiers. Alors, c'est une très bonne question. C'est une feature sur laquelle on a déjà eu travaillé. Actuellement, c'est Implementation Defined parce qu'on n'a pas fait plus. C'est-à-dire qu'on fournit un ID et cet ID peut correspondre à tout et n'importe quoi. Il y a une partie qui est de travailler sur les métadatas que je n'ai pas spécifié là, qui est d'associer des métadatas chiffrés. On va s'en servir aussi pour le search, pour pouvoir associer les données qu'on va pouvoir chercher sur chaque document. Une autre question par rapport à votre business model, parce que la plupart des clients actuellement ont demandé, ils disent voilà, on va passer sous Office 365 ou Google Apps et on ne va pas avoir accès à tout, mais on ne va pas non plus surcharger les opérations manuelles. Est-ce que vous prévoyez d'implémenter on va dire des clients, ne serait-ce que pour la partie messagerie et la partie fichier dans Drive par exemple, ou c'est pas du tout votre business model, c'est pas prévu? Alors c'est ce qu'on faisait initialement. Le problème de ça, c'est qu'on a une grosse expérience sur OneDrive et sur Dropbox. Le problème, c'est qu'on se met au-dessus de solutions et donc en fait, le design en lui-même est un hack. On va se retrouver à devoir hacker la solution, on va se retrouver avec plein de problématiques. Typiquement, le client, il va prendre un fichier, il va le glisser sur Dropbox.com. Mais dans ce cas-là, il ne va pas passer par notre système. Alors, on a fait des extensions de navigateur qui permettent de le catcher. On a fait du chiffrement de Dropbox Paper, du chiffrement sur un éditeur collaboratif. Mais c'est toujours des choses qu'on met par-dessus, ce n'est pas intégré. Notre constat, c'est que la seule sécurité qui va vraiment bien marcher pour des applications, c'est de l'intégrer directement dans l'application. C'est pour ça qu'on parle aux éditeurs d'applications, ils intègrent dans notre plateforme, et non plus notre premier produit qui était de jouer avec leurs API. Nous, on propose vraiment une intégration de notre plateforme aux éditeurs dans leur code by design pour que ce soit totalement transparent pour l'utilisateur. Et là, vous avez déjà des OM ou c'est un projet? Non, là, on est en train de déployer des premiers POC actuellement. On travaille avec des startups qui font des applications bancaires et qui font du coffre-fort numérique, par exemple. Et en 2 jours, ils arrivent à intégrer à chiffrer de bout en bout leur appli. On parle à des gros corporates qui font des applis in-house sur mesure, qui passent dans le cloud et qui veulent pouvoir chiffrer de bout en bout. C'est assez divers en fait. Notre premier use case aujourd'hui favori étant ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire la plateforme de stockage, collaboration type Dropbox OneDrive, qui est le scénario où on enregistre et on partage des documents. Simple. Oui, faut qu'on... Moi j'ai 3 questions en fait. Alors, une première question en fait, c'est comment vous générez les clés publiques? Où se fait la génération des clés publiques? Ça ne se fait strictement que en local. Alors, Côté device. Qu'est-ce que vous appelez local? Parce que pour moi, local, c'est une carte à puce. Si on veut faire du local, c'est pas question. Alors, on aime beaucoup ce local-là. Malheureusement, on n'a pas tous ça sous la main. Ça va être fait sur l'ordinateur de... Ouais. Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire que assurer un certain niveau, on va dire, de confiance, mais ça reste du JavaScript.
C'est-à-dire que la Léa peut être améliorée en gros. Bah, oui, c'est-à-dire en fait tout repose sur ce qui se passe au moment de la génération d'une carte de test symétrique. Donc tout repose, l'utilisateur n'est pas obligé d'avoir confiance dans cette technique de génération parce que ça reste dans le code. Oui, enfin, deux Bah, choses. si, vous ciblez que des PME, des TPE. Pardon? Rien ne fait qu'il y a le discours corporate, mais ou des startups qui font des applis bancaires pour mobile, ce genre de choses. Vous êtes dans une cible quand même de gens qui ne se posent pas toutes les questions pendant un peu. En fait, si. On est dans une cible de gens qui veulent de la sécurité très forte, en fait. Vous arrivez à passer les potes? Oui, mais on va y revenir. Pourquoi un peu plus détaillé. Une des raisons sur le JavaScript, c'est, enfin, une des deux choses du JavaScript, c'est que en soi, un navigateur, c'est juste une plateforme comme une autre. Il se trouve qu'à un moment, ça sera certainement plus sécurisé que des applications desktop. C'est pas exactement encore le cas maintenant, mais c'est en train de changer. On travaille avec Nadim Kobesi, qui a fait CryptoCat, qui nous aide aussi sur le sujet. Il y a quelques petites problématiques, mais c'est absolument pas un souci en fait. Et le système marche en JavaScript. Si les clients veulent faire du C++, ils font du C++. Ça peut être, c'est très flexible en fait. D'accord. Je pourrais, par exemple, l'utilisateur apporter ma propre. Oui, de la même manière qu'on peut rentrer avec une smart card en fait. Et la smart card va s'occuper de faire le chiffrement et de faire la sécurité. La deuxième question, c'est en fait, c'est pour la partie génération de clés symétrique. Un peu beaucoup là-dessus quand même. Et puis il y a la partie génération des clés de session ou des clés spécifiques au fichier, Ouais. des clés symétriques. Et ça, ils sont générés en fait à quel moment? Est-ce que c'est aussi du JavaScript? Ouais. Donc ça veut dire que vous appuyez sur le générateur aléatoire que le JavaScript vous permet de produire Tout à fait. sur la plateforme, etc. Et ça vous fait pas peur? Il faut vivre avec ces problèmes. Si le client a besoin de faire, honnêtement, si le client a besoin de faire de chiffrement dans un navigateur, il fait du chiffrement dans un navigateur. Après, il y a des contraintes qu'il faut connaître, mais c'est pas, en soi, c'est pas forcément critique. En fait, il y a des API de sécurité, il y a des API de crypto qui sont intégrées dans les navigateurs de plus en plus. Les choses évoluent en fait dans le bon sens. De la même manière qu'il y a une isolation qui est vraiment, si on prend des extensions, il y a une isolation qui est assez forte en fait du JavaScript, qui est vraiment pas mal. On est vraiment là-dessus sur les dernières innovations en termes de crypto en JS. Oui, tous les partenaires de sécurité normales qui nous aident sur le sujet. Et c'est assez Je veux dire, de nombreuses fois, on a montré que en matière de génération aléatoire, on était loin d'être, c'était loin d'être satisfaisant. Tout à fait. On ne citera pas OpenSSL. Non. Et la question plus fondamentale, c'est que du coup, pour utiliser, je pense, la crypto de manière, je sais pas le mot, de manière très directe, très simple en fait, on utilise la signature, le chiffrement asymétrique. Ouais. Donc ce sont des politiques qui n'apportent pas d'anonymat. Il n'y a pas de recherche de privacy particulière. En fait, De faire du zero knowledge. dans votre chain, ouais, effectivement, dans votre chain, tout est traçable. Parce qu'en fait, Oui, tout à fait. Et c'est, on considère ça comme une feature, un plus. Et en fait, on peut apporter des éléments de preuve. Oui. Voilà. Et du coup, il y a l'autre, c'est un spectre d'anonymat. Tout à fait. Et l'autre bout, il y a exactement le contraire. Et au contraire, c'est cacher le social. Et on veut pouvoir garantir qu'on ne peut pas, en observant, même les concepteurs du système, même le client qui va opérer l'association, ne soit pas capable de savoir qui parle avec qui. C'est aussi, ça peut être une fonctionnalité qu'on peut pouvoir chercher. Donc c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, vous êtes obligé d'utiliser des primitifs qui sont plus que juste du chiffrement, c'est asymétrique. Vous êtes obligé en fait à faire, par exemple, des preuves de knowledge. On va rentrer plutôt dans le protocole ou dans une technique plutôt plus avancée pour pouvoir assurer ça. Tout à fait. C'est quelque chose que vous avez essayé de faire. Alors, ce n'est pas un but pour l'instant. On n'a pas cette demande des clients. Puis ça, je ne suis pas sûr dans quel univers ça nous transpose. C'est exactement le même, simplement on ne peut pas savoir qui parle avec qui. Par contre, on a des choses qui sont faites, on a des choses sur lesquelles on fait de la recherche.
sur du zero knowledge qui sont de pouvoir prouver que le recovery est possible, de pouvoir faire en sorte de prouver que les fichiers ne vont pas être perdus pour l'entreprise. Et on va avoir des preuves que les clés ont été partagées à plusieurs personnes. Admettons qu'il y ait un fichier qui soit partagé à 3 personnes. On va émettre des preuves qui vont permettre de savoir que ce fichier a bien été partagé et que ce fichier va pouvoir être recouvrable, qui est un début de zero knowledge, mais après le zero knowledge dans notre chaîne, on n'a pas. J'avais 2 dernières questions de mon côté. On doit partir dans 1 minute. Ouais, bah, Et comme j'ai la parole, très rapide. j'ai une question. C'est juste les biclés, enfin la clé privée, vous la stockez où quand vous êtes en JavaScript? Elle est stockée en local storage chiffré. Elle est stockée avec, elle est chiffrée avec un secret. Alors je vais prendre le cas simple, dans le cas où il n'y a pas de matériel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer un PIN. Et ce PIN, on va faire un aller-retour avec un serveur qui va donner une clé. En fait. Et la clé va permettre de déloquer la clé en local. Ça permet de pouvoir de pouvoir perdre ce PIN en fait. C'est une des solutions. Après, il y a un moment où il n'y a pas de miracle. Les secrets que vous protégez là, vous les protégez pour combien d'années? Pour combien Joker. Et quand vous vous projetez, aujourd'hui, AES, quand ça a été créé et validé par la NIST, c'est une solution qui devait durer 100 ans. Moi j'ai parié que ça durerait moins que ça, on verra si je gagne le pari ou pas. Si je vous fais confiance aujourd'hui, j'intègre le SDK avec les avancées de la crypto. Cet après-midi, on a parlé de crypto quantique et il y a quelques experts crypto dans la salle. Vous faites d'abord du chiffrement symétrique puis de l'asymétrique. Si je vous dis ok banco, on y va, mais par contre, je veux savoir combien de temps je vais protéger mes... Je pense que la réponse simple, c'est on va faire une étude. Honnêtement, suivant vos besoins. Les algorithmes en eux-mêmes, ils sont adaptables. Les courbes elliptiques, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, vous connaissez déjà en fait. On vise, je ne sais pas, une dizaine d'années pour l'instant, 5-10 ans. Ouais. D'accord. C'est le... Non, c'est ça. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en fonction de ça. Avec la possibilité de changer. Tout à fait, ouais. Après ça évolue dans le temps. On peut rechiffrer les données si ça veut. Ok. Merci beaucoup. Merci.